Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et là on va faire un épisode un petit peu spécial où je vais regarder avec vous une série médicale que j'ai vue la semaine dernière qui s'appelle The Trauma Code, l'appel à l'héroïsme. C'est une série coréenne qui est sortie sur Netflix très récemment et dans cette série on a un chirurgien qui travaille aux urgences traumatologiques, donc il fait de la chirurgie d'urgence et qui a une petite particularité parce que c'est un chirurgien en gros qui veut absolument sauver des vies par tous les moyens possibles et qui a des méthodes on va dire un petit peu brutales de temps en temps. Donc on va voir ça, on perd pas de temps, c'est parti. Alors là déjà le ton est donné parce que lorsqu'on voit le médecin qui est comme ça à moto, qui fait des roues arrière, qui zigzague entre les voitures, qui explose sous les bombes et tout pour aller bosser, franchement on voit qu'il a la motivation vraiment d'aller sauver des vies. Là on est dans une période de guerre bien sûr, mais on voit vraiment qu'il a il faut sauver des vies absolument, quoi qu'il en coûte, il faut y aller. Voilà, lorsqu'on voit que des fois on a un peu du mal nous aller à l'hôpital, à se motiver le lundi matin, c'est un peu difficile, voilà. Là on n'est pas du tout dans le même contexte, on voit bien. Et là on voit que ça rigole pas quoi. Qui a pas envie de transporter des poches de sang. Bon, normalement les poches de sang c'est pas comme ça dans le sac à dos, il y a des glacières sécurisées, de température de conservation du sang, c'est pas comme ça là non plus. Nous vous annonçons maintenant une triste nouvelle. Nous avons appris qu'une victime d'un délit de fuite est décédée hier, en tout début de matinée, durant son transport à l'hôpital. L'ambulance qui transportait cette personne a dû se rendre dans 5 hôpitaux différents pour qu'elle soit prise en charge. Finalement, le dernier hôpital où elle est arrivée a dû se résoudre à constater son décès. Oula, alors là, que l'ambulance transporte la personne dans 5 hôpitaux différents pour qu'elle soit prise en charge, c'est un petit peu aussi les missions un petit peu du SAMU qu'on a en France. Nous, c'est de réguler un petit peu les ambulances et d'envoyer les patients vers les bons hôpitaux et pour éviter justement ces saturations, même si des fois on est un petit peu en tension bien sûr, mais en tout cas que les patients soient attendus dans les hôpitaux et que les ambulances ne passent pas leur temps comme ça à chercher 5 hôpitaux et que le patient décède malheureusement dans l'ambulance faute de soins. Un pôle de traumatologie. C'est un département spécialisé dans le traitement en urgence de patients souffrant de traumatismes sévères, dépassant les capacités de prise en charge d'un service d'urgence ordinaire. Alors le concept des trauma centers comme ça, c'est que c'est des pôles en fait où on reçoit des polytraumatisés assez graves et où du coup il y a plusieurs plateaux techniques de chirurgie pour prendre en charge ces blessés graves. C'est souvent de la chirurgie thoracique, de la chirurgie viscérale, de la chirurgie orthopédique pour les membres et aussi de la neurochirurgie et chirurgie vasculaire. Donc en final, c'est assez complet, souvent associé à des services de réanimation chirurgicale. Oui, docteur Yang Jae-won, chirurgie générale. Docteur Yang, on arrive en ambulance avec un patient gravement blessé, plaie par arme blanche sur l'abdomen supérieur gauche, il est inconscient. Waouh. Alors là, quand t'entends un coup de fil et qu'on te dit comme ça, plaie par arme blanche, inconscient, on arrive à l'hôpital, on vous attend. Souvent, c'est sûr que tu as le petit pic d'adrénaline immédiatement. Et c'est vrai que là, en Corée, par exemple, on n'a pas de SMUR comme nous, on a en France, où sur des événements traumatologiques comme ça gravissimes, on va envoyer sur place donc une équipe SMUR qui va venir intervenir sur place donc avec un médecin urgentiste pour pouvoir commencer à réaliser des soins médicaux déjà sur place. Alors que là, on est avec des ambulanciers et des secouristes qui ne font pas de soins médicaux là et qui vont en gros faire quelques gestes et rouler à toute berzingue à l'hôpital où là, on attend le docteur. Et par une voie centrale. Bon, attendez, j'arrive le plus vite possible. Bon, après, des internes qui courent comme ça dans les couloirs, franchement, on n'en voit pas tout le temps. Souvent, lorsque vous voyez un interne qui court rapidement comme ça, c'est qu'il y a une vraie urgence. Bon là il rentre tranquillou comme ça, mais normalement dans l'hôpital il y a des petites zones qui sont sécurisées avec des badges qui permettent de pas rentrer dans n'importe quelle zone. Et là il s'est un petit peu infiltré comme ça. Voilà, c'est ce que je vous disais, l'ambulance qui arrive vraiment à toute berzingue là comme ça, qui va faire presque un frein à main là comme ça sur le parking. Nouveau patient, blessure par arme blanche, côté gauche de l'abdomen. Emmenez-le en réa. Ok. Attention à chuter. Elle est à 60. Ok, je l'intube immédiatement. Faites attention de ne pas toucher le couteau. Oui, docteur. 1, 2, 3. Et là, un patient qui arrive comme ça directement à l'hôpital avec le couteau qui est encore dedans,
C'est vrai que là, souvent, on n'attend pas et on est installé immédiatement là dans ces situations-là. Ça, c'est une vraie urgence vitale, bien sûr. Il est toujours inconscient et son rythme cardiaque est critique. Là, ils viennent de Heureusement l'intuber que là à le couteau l'instant. est resté planté, ça saigne pas beaucoup. Vérifie sa tension. D'accord. Eh, fais attention avec les ciseaux. Si on touche au couteau, ça pourrait être très grave. Oui, docteur. Alors le stress avec les couteaux comme ça, c'est que le souci, c'est qu'on sait pas jusqu'où va la lame en fait, parce que la lame peut être très profonde et le risque, c'est que le couteau soit par exemple planté dans l'aorte et que si on retire le couteau, vous imaginez bien le saignement massif qu'il pourrait y avoir et un décès rapide du patient. Donc le souci, c'est ça, c'est que lorsqu'on a des corps étrangers comme ça tranchants, on a toujours cette crainte de les retirer parce que on sait pas jusqu'où ça va quoi. Tension en place. Sa tension chute toujours, elle est à 50. Quoi, 50? Bon, alors allons-y, on se dépêche. Préparez le scanner, vite. Oui, d'accord. Donc là, il veut faire le scanner parce qu'en fait, il a envie d'aller voir, comme je vous disais, les lésions qu'il y a en dessous du couteau avant d'aller le retirer. Non, attendez. C'est quoi ça? C'est un hématome. Ton stéto, s'il te plaît. Voilà. Oh oh. Il y a autre chose. Et c'est plutôt bien fait. Hein. Du sang s'est accumulé dans le péricarde et ça fait pression sur le cœur. Voilà, donc là en fait c'est ce qu'on appelle une tamponnade, c'est-à-dire que du sang s'est accumulé dans le péricarde, donc c'est l'enveloppe qui entoure le cœur et qui provoque du coup cette tamponnade et qui va du coup faire chuter la tension et faire cette instabilité là qu'il constate depuis l'arrivée du patient au final. C'est une tamponnade cardiaque. Appelez la chirurgie cardio-thoracique. Préparez tout de suite une aiguille spinale et l'échographie. Il va falloir faire une ponction. Oui, docteur. L'échographie, vite. Docteur Young, ils sont tous au bloc en cardio-thoracique, ils en ont pour au moins 2 heures. Tu leur as dit que c'était pour une tamponnade cardiaque? Ils sont sur une rupture cardiaque. Alors là, c'est la catastrophe. C'est quand on attend donc les spécialistes qui vont pouvoir nous aider. Donc là, les chirurgiens cardiaques qui vont vraiment pouvoir du coup aller réaliser ce geste qui est une ponction péricardique. C'est-à-dire qu'avec une grande aiguille, c'est d'aller piquer en fait et d'aller venir dans le péricarde pour aller aspirer du sang et du coup soulager le cœur du patient et donc rétablir un peu plus sa tension. Le problème, c'est que ces spécialistes, ces chirurgiens sont déjà sur une autre grosse urgence et ça arrive aussi malheureusement de temps en temps. Et donc là, lorsque il n'y a pas le choix, surtout que là, il faut pas trop perdre de temps, et on a dit, il va falloir qu'il y aille, il n'y a pas trop le choix quoi. Finalement, le problème, c'est peut-être pas le cœur. Si on commençait par le scanner, on pourrait en être sûr. On fait un scanner. Sa tension est trop basse maintenant, elle est descendue à 40. On ne devrait pas plutôt commencer par la ponction? Le problème, c'est que là, il est face à un vrai dilemme en fait. C'est est-ce que je vais tout de suite faire la ponction au niveau du patient ou est-ce que je vais aller faire mon scanner? Sauf que le risque, c'est que s'il fait son scanner pour voir jusqu'où va son couteau, le problème, c'est que le patient peut se dégrader et passer en arrêt cardiaque sur le scanner. Parce que là, il y a vraiment cette ponction qui doit être réalisée, a priori, assez rapidement quand même. Je vais le faire. Passez-moi l'aiguille. Très bien. J'y vais. Je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Ouais, allons-y. Voilà, et puis là, donc du coup, il sait qu'il faut y aller, il arrête pas de se dire « je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire ». Là, il est en train de se motiver. C'est un geste qui est vraiment pas courant, c'est un geste qui peut être réalisé dans certaines situations d'urgence, mais qui reste exceptionnel, qui reste vraiment très très rare. Et là, on sent très bien que du coup, qu'il n'a pas l'expérience ni l'habitude pour le faire. Et c'est pour ça qu'il regarde un petit peu tout le monde en disant « je vais le faire ». C'est pour essayer de retrouver du réconfort et de la motivation peut-être avec les confrères de l'équipe, parce que bien sûr, on travaille toujours en équipe là. C'est parti. Oh, le stress là. On sent, ouais, il tremble de partout. Alors là, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, c'est vraiment... tout le monde hallucine complètement. Parce que là, on était dans cet effet tunnel, ce stress vraiment de est-ce qu'il va y arriver à bien ponctionner? Et puis là, brutalement, tout le monde, on voit que tout le monde est sidéré au début, qu'il n'y a même pas de réaction pendant quelques secondes. Est-ce que quelqu'un qui sort de nulle part, qui est en civil là, qui est habillé en noir, qui va aller attraper ce fameux couteau qu'on dit depuis le début qu'il ne faut pas retirer et qui va aller brutalement retirer le couteau. Donc là, j'imagine l'anxiété et le stress que ça doit déployer dans la salle. Mais vous êtes qui?
C'est le processus xyphoïde, 45 degrés à gauche. Non, non, vous n'allez pas. Ok, donc là, clairement, on voit qu'il sait ce qu'il fait. La façon dont il prend la sonde, qu'il pose la sonde immédiatement au bon endroit, qu'il prend l'aiguille. Là, on voit que la main ne tremble même pas et qu'il va aller directement parler d'angle de processus xyphoïde. Donc, c'est le dessous, en fait, du sternum. Il sait exactement où piquer, avec quel angle. Là, on sent que c'est pas la première fois qu'il fait ce type de fonction. Et du coup, bah, c'est un côté plutôt rassurant. Voilà, donc là on voit qu'il a retiré un certain liquide de sang, suffisamment, il a tiré jusqu'à retirer tout ce qu'il pouvait retirer, et on va voir que du coup, bah, probablement que la tension va s'améliorer dans un deuxième temps. Donc là, je pense que tout le monde doit être bluffé de voir, mais qui est cette personne? Mais comment ça se fait qu'il a réussi à faire ça et d'où il vient? Oh, sa tension est remontée. Quoi? Là, le niveau de stress diminue tout de suite. Hein. Vous êtes qui? Eh, tu prétends faire de la médecine d'urgence et tu sais même pas faire une simple ponction? Moi? Ouais, alors après une simple ponction, là il y va un peu fort quand même parce que c'est pas une simple ponction. Hein. Ponction péricardique, c'est quand même assez haut dans le level des ponctions. Hein. Ma spé, c'est la proctologie. Alors pourquoi tu traînes aux urgences? Parce qu'aujourd'hui, je suis de garde. Ouais, alors c'est vrai que du coup les internes en fait font des gardes aux urgences aussi, même si c'est pas leur spécialité. On a des internes de médecine générale, on a des internes de chirurgie générale. Dans leurs différentes spécialités, ça permet de voir les notions un petit peu d'urgence parce qu'au final des situations d'urgence, on en retrouve régulièrement, pas que aux urgences d'ailleurs. Donc ça leur permet d'acquérir un petit peu les bons réflexes de situations d'urgence. C'est pas ton territoire ici. C'est le mien. Ouais, alors là les gants il aurait peut-être pu les mettre avant. Là il les met à la fin, bon je sais pas c'est pourquoi, c'est pour avec le petit gant qui claque comme ça, c'est mon territoire, tac. Ça fait un petit peu, voilà, ça renvoie du steak quoi. Mais après l'intervention, ça a plus trop d'intérêt là maintenant de mettre des gants. Eh, trou de balle. Qu'est-ce que tu vas faire après? C'est pas mon nom. Je m'appelle Yang Jae-won. J'appelle par leur nom que les gens qui font bien leur boulot. Ah, alors ça, faut éviter en fait de donner des surnoms comme ça aux internes et en plus des surnoms un petit peu dénigrants comme ça, trou de balle, ça, c'est pas bon du tout, hein. Professeur? T'es qui pour exiger à l'avance d'être prévenu qu'un patient va arriver alors que personne ne le sait? Non mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est que j'étais déjà Arrête de dire garde des conneries et ramène-toi tout de suite. Si t'es pas là quand j'arrive en salle d'opération, je vais te régler ton compte, je te jure. T'as compris? Oui, j'ai compris. Oh là là, là là, comme il le recadre là, je vais te régler ton compte. Bon ça, on voit bien tout de suite dès qu'il s'est annoncé comme professeur qu'il a commencé à recadrer tout de suite en expliquant que c'est vrai dans les situations d'urgence, on ne peut pas savoir à l'avance et programmer des opérations parce que justement c'est de l'urgence, donc en gros on doit être prêt un petit peu n'importe quand, pardon, et qu'au final son excuse elle tient pas. Il sait qu'il est en tort également, le ton baisse tout de suite, et puis bah, le professeur sait qu'il a raison, et le ton monte et il insiste vraiment. Donc on voit que là vraiment, je vais te régler ton compte, là c'est peut-être la petite goutte de trop de recadrage on va dire. Et puis du coup se met à courir l'anesthésiste. Franchement, les images du bloc opératoire sont belles. Ça ressemble vraiment à un bloc. Et je pense que j'ai même flouté un petit peu les images de chirurgie parce que les images sont vraiment très très bien faites. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, allez voir, vous verrez que ça ressemble vraiment à du bloc opératoire. C'est pas possible, il se fout de ma gueule ou quoi? J'ai fait quelque chose de mal. Hey ah Quand ça crie comme ça et qu'il se met à regarder l'anesthésiste, il sait qu'il va y avoir des petits soucis, je pense. Eh, l'interne, prends le téléphone et appelle un autre anesthésiste. Docteur, je trouve quand même que vous êtes un peu excessif. Excessif? Est-ce qu'on peut se prétendre médecin quand on sacrifie un patient sans aucun remords? T'es pas médecin, donc t'as rien à foutre dans cette salle. C'est clair? Bon alors là, c'est carrément violent, hein, de dire à un médecin qui n'est pas médecin, qui n'a rien à faire dans cette salle. Là, on est sur du assez haut level également. Yang Jae-won, chirurgie générale. Il court toujours cet interne.
Un accident. Quelqu'un est tombé d'un sentier de randonnée. La victime a besoin de soins. Mais ses blessures sont tellement graves que les secouristes pensent qu'elle est pas transportable. Et l'hélico de secours, il est parti? Ben, l'unité centrale de secours va nous amener le patient. Parfait. Dis-leur de s'arrêter ici d'abord. On va faire les premiers soins sur place nous-mêmes. Oui. Nous? Y a un problème? Comment ça, nous? Alors là, il a l'air d'être choqué en fait que des médecins doivent venir faire les soins sur place, alors qu'en France, ça arrive quand même assez régulièrement sur des interventions hélicoptères, que du coup, il y a un médecin dedans et que le médecin puisse réaliser les soins directement sur place. Préviens-moi quand l'hélicoptère sera arrivé, ok? En attendant, je vais voir mon patient. Et n'oublie pas la trousse d'urgence. Mais attendez une minute, moi je... Et oui, n'oublie pas la trousse d'urgence parce que c'est sûr que si on n'a pas le matériel, bah, c'est vite embêtant. L'unité de soins intensifs. Alors oui, là, le patient se retrouve en unité de soins intensifs parce que après des interventions comme ça assez lourdes, eh ben, le patient reste fragile parce qu'il y a des risques de complications immédiates, peut-être la nécessité d'avoir des reprises éventuellement de blocs opératoires ou de mettre de médicaments assez lourds pour les suites opératoires. Donc c'est pour ça qu'il y a une surveillance un petit peu accrue dans des services de soins intensifs. Oh, non, attendez! Docteur Beck! Quoi? Vous vous trompez, c'est pas là-haut! L'héliport est de l'autre côté! Il est pas sur le toit? Non, il est dehors, par là! Ah putain, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en France où les drop zones, donc les héliports, là où se posent les hélicoptères, ne sont pas sur les toits, mais qui sont à côté de l'hôpital. Parce que le fait qu'il est sur le toit, déjà, ça a un coût supplémentaire, mais également, ça a des contraintes particulières. Et ça court, ça court. J'ai jamais vu un interne courir autant que dans cet épisode. Et là, on voit qu'en fait, l'héliport, c'est pas un vrai héliport. Là, on voit que c'est deux terrains de tennis qui sont l'un à côté de l'autre. Et c'est vrai qu'au final, ça peut ressembler à un héliport. C'est que c'est une zone qui est encadrée, qui est éclairée, qui peut éventuellement être éclairée la nuit. Nous, on utilise de temps en temps des terrains de foot qui peuvent permettre du coup aussi aux hélicoptères de se poser en toute sécurité la nuit. Parce que c'est vrai que si on va se poser sur la route ou à proximité d'arbres, ça peut potentiellement être dangereux. Donc là, c'est une zone qui est censée être un peu plus sécurisée, quoi. Bon, normalement, lorsque l'hélico atterrit comme ça, il faut jamais rester aussi proche de là où ils sont parce que ça souffle très très fort. Il y a des risques d'avoir des projections dans les yeux, dans la tête, de se prendre des corps étrangers un petit peu partout et même pire, de se prendre une pale éventuellement. Au fait, vous êtes souvent monté en hélico? Vous avez pas l'air inquiet. Ah, pour moi, vous savez, c'est assez banal. C'est plutôt ça qui est banal. Trou de balle, tu crois que t'es en état de sauver un patient? J'ai la phobie des hauteurs. En plus, elle a la phobie des hauteurs. Parfait, quoi. Le temps est couvert, donc la visibilité est mauvaise. Dès que les hélicoptères n'ont pas de visibilité comme ça, vous imaginez bien que c'est dangereux parce que le risque, c'est d'aller percuter quelque chose en vol et d'avoir un crash, d'avoir un accident. Le patient est dans un état critique. Il est inconscient. Et son pouls est vraiment très faible. Le côté droit de la poitrine a dû subir un choc pendant sa chute. Et apparemment, les côtes aussi ont été touchées. Ouais, donc là, tu sais que l'intervention, elle va être un petit peu chaude quand même. S'il reçoit pas de soins très rapidement. Je crois qu'il faut qu'on se dépêche, capitaine. C'est trop risqué. Encore une fois, on retrouve à nouveau, comme tout à l'heure, dans la même configuration d'une situation très dangereuse où le patient est potentiellement en danger. Et là, on est face à une situation où l'équipe peut également être en danger parce que du coup, l'hélicoptère n'a pas de visibilité. Le patient est en danger et on sent bien que le chirurgien, lui, il veut y aller, quoi. Bon là comme ça, le médecin qui va prendre les commandes et qui met le pilote derrière et qui dit écoute, je pilote l'hélico, tu me laisses faire, c'est moi qui prends les commandes d'hélicoptère. Ça, dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, lorsqu'on a besoin de faire un transport en hélico comme ça, on va prendre la météo, c'est-à-dire qu'on s'assure avec le pilote que la météo est bonne et que les conditions sont optimales pour réaliser le transfert. Si le pilote dit que ce n'est pas possible, ce n'est même pas la peine, même si le médecin fait le forcing, dit on y va,
jamais le pilote laissera le médecin prendre les commandes de l'hélicoptère. Là, on est vraiment dans la vraie fiction. Dépêche-toi! Non, je peux pas! Sérieux, je peux vraiment pas! Je suis déjà dans un hélico! Non! Ça non! 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 Alors, on ne fait pas ça, hein. Non, non. On ne peut pas forcer un interne à sauter en haut d'un hélicoptère et de faire après un hélitreuillage. Ça, ce n'est pas possible. Déjà, il y a des formations qui sont faites. On fait pas ça comme ça, n'importe comment. Et puis même, de toute façon, on ne peut pas forcer comme ça un interne à sauter. Là, c'est encore une fois de la fiction à 100%. Docteur Beck, vous allez quand même pas sauter. Rendez-vous en bas! Voilà, la scène est totalement folle. L'épisode se termine avec l'interne qui saute dans le vide du haut d'un hélicoptère. Voilà, franchement, la médecine d'urgence, ça vous plaît ou pas? Donc non, ça se passe pas comme ça, je vous rassure. Voilà, en tout cas, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'est la première fois que je tente un petit peu ce format-là. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai bien aimé. Vous montrer un petit peu, de comparer par rapport à la fiction, par rapport à la vraie vie. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous souhaitez que je fasse d'autres épisodes, ou alors si vous voulez que je regarde d'autres séries médicales, c'est possible également. Franchement, n'hésitez pas, dites-moi toutes vos suggestions en commentaire, il y aura peut-être des choses qui seront plutôt cool. Et comme d'habitude, vraiment pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi je dis à la prochaine, à plus.